ma présentation sera séparée en deux parties. Dans la première, je vais parler de mes travaux de thèse, de mes travaux de postdoctorat qui portent, comme le titre l'indique, sur le traitement cérébral des informations émotionnelles dans les modalités visuelles et auditives, puis également comment ces informations peuvent interagir entre elles lors de présentations audiovisuelles. Puis, dans la seconde partie de la présentation, je vous parlerai plus de mes travaux actuels et en particulier des soucis et des perturbations et des adaptations qui ont découlé de la pandémie. Quand on pouvait prendre l'avion, justement, j'aimais, avant de prendre l'avion, j'aimais flâner dans les kiosques à journaux pour aller voir les magazines qui allaient m'occuper pour passer le temps du voyage. Et la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis amusé, enfin en tout cas ça m'a amusé de noter qu'il y avait de nombreux journaux qui avaient sur leur couverture une question, une thématique qui avait un lien avec les émotions. Alors ça pouvait être quel est votre profil émotionnel? Est-ce que les émotions donnent un sens à votre vie, à la vie? Que faire de nos émotions? Qu'est-ce qu'une saine colère? Comment développer son intelligence émotionnelle, comment bien utiliser ses émotions, quels sont les pièges de l'empathie, etc., etc. Alors, ça montrait en fait que les émotions semblent à la mode et suscitent finalement un intérêt sociétal important. Et vous avez sûrement tous vu, ou en tout cas entendu parler du film Vice Versa ou Sens dessus-dessous, qui est un film très intéressant et qui finalement aborde de manière assez fine le fonctionnement psychologique au niveau du cerveau. Et en particulier, le film s'attarde sur comment les émotions représentées ici dans la tête de la jeune Riley vont contrôler nos comportements. Ce contrôle ici est représenté métaphoriquement par ce tableau de bord et qui suggère que les émotions vont guider nos comportements. Et le film suggère l'existence de plusieurs émotions dites primaires qui existeraient, comme ici représentées, de manière séparée. Et ces émotions qui seraient plus importantes que les autres, c'est celles de joie, de tristesse, de colère, de peur et de dégoût. Alors, ce sont des notions qui sont assez importantes car elles sont fortement remises en cause en ce moment. Et c'est comme ça que je vais construire, en tout cas, ça va construire le fil conducteur de ma présentation. En ce qui concerne historiquement l'étude des émotions, il faut savoir qu'elles ont été assez longtemps négligées. Et cela pour deux raisons. Dans la première, en fait, il a longtemps été pensé que les émotions, c'est quelque chose de mauvais. C'est une position finalement qui va perdurer au cours du temps et qui va même rentrer dans la culture populaire, alors que le grand philosophe Yoda nous dit que nous reconnaîtrons uniquement le bon du mauvais quand nous serons au calme, sans agitation ou sans émotion. Et ce qui est suggéré très fortement dans justement la culture populaire, en tout cas jusqu'à ici, c'est qu'il faut enterrer nos émotions de manière profonde afin qu'elles ne nous perturbent pas. Une autre raison pour laquelle les émotions ont longtemps été peu étudiées, c'est que finalement, elles renvoient à un concept qui est très complexe. Les émotions sont finalement compliquées à définir et donc, d'un point de vue scientifique, elles sont difficiles à opérationnaliser. Ici, vous avez un nuage de mots que je me suis amusé à construire dans plusieurs cours que je donnais en demandant à mes étudiants de définir les émotions. Et plus un mot était utilisé, et plus il apparaissait de manière importante sur ce nuage de mots. Et on voit tout de suite qu'il y a beaucoup de mots qui sont utilisés pour définir une émotion. On peut essayer de retrouver plusieurs dimensions qu'elles renvoient en fait au corps, à la cognition, à nos réponses physiologiques, et avec toujours parfois ce sentiment que les émotions sont négatives. Vous remarquerez par exemple que le terme envahissant est utilisé pour définir les émotions, le terme également submergent. Donc, on a toujours cette idée que les émotions, c'est quelque chose d'assez mauvais pour la cognition et c'est quelque chose qui est tout à fait remis en cause dernièrement.
Et puis, en fait, les émotions, on sait tous à peu près ce que c'est, on en a tous vécu, mais dès qu'il s'agit de les définir précisément, ben, cela devient beaucoup plus difficile. Et en fait, ce qui se cache derrière cela, c'est le caractère multidimensionnel des émotions. Elles vont se traduire sur différentes sphères de nos comportements et de nos interactions. Et donc, on va voir ensemble un peu ces différences. Alors, ces sphères, elles sont donc multiples, elles sont d'ordre à la fois biologique, cognitif, social. Ça peut être par exemple au niveau corporel, comme ici une représentation des variations temporelles, par exemple, pardon, des variations de température qui existent dans notre corps lorsque l'on ressent de la colère, de la peur ou encore du dégoût. Les émotions vont se traduire aussi par différentes activations physiologiques que l'on peut apercevoir, par exemple, au travers de nos expressions faciales, de nos différentes réponses cérébrales lorsque l'on traite des informations émotionnelles, ou encore lorsque l'on interagit avec les autres et en fonction donc des émotions qui sont ressenties. Toutes ces sphères vont donner en fait aux émotions plusieurs rôles dans nos comportements. Le premier rôle qu'on attribue de manière importante aux émotions, c'est un rôle crucial dans la survie. Pourquoi? Parce que les émotions vont nous informer des dangers qui sont présents dans l'environnement. Pourquoi à la base on a peur d'un serpent? C'est parce qu'un serpent est dangereux, est une menace pour notre survie, pour notre survie. Et en fait, on peut démontrer dans notre cerveau l'existence de circuits rapides de traitement de l'information émotionnelle, en particulier pour la peur. Et ces produits sont en fait ces circuits sont le produit finalement de notre histoire évolutive et vont fournir aux émotions son rôle adaptatif. Alors, comme je l'ai un peu déjà évoqué, les émotions vont aussi avoir un impact sur plusieurs processus cognitifs et en particulier la mémoire et l'attention. Il est montré que les émotions sont capables de mobiliser les ressources attentionnelles pour un traitement rapide et efficace des stimuli de l'environnement qui sont pertinents par rapport à, par exemple, notre survie ou les buts que l'on veut atteindre. Ici, par exemple, vous devriez avoir vu plus rapidement le serpent parmi les images présentées. Donc, le serpent qui est ici en bas à droite. Et en tout cas, d'un point de vue scientifique, on est capable de montrer qu'on détecte ce serpent plus rapidement qu'un autre item qui n'aurait pas de contenu émotionnel. Donc, les émotions sont détectées plus rapidement que les informations qui ne sont pas émotionnelles. Les émotions sont également associées à de meilleures mémorisations. Les items émotionnels sont mieux mémorisés que les items neutres et on l'interprète ça pour assurer un meilleur rappel des informations qui sont critiques pour notre adaptation. Alors, ça peut très bien concerner des événements qui sont négatifs, comme ici les attentats du 11 septembre 2001. Je me rappelle exactement où j'étais, ce que je faisais, avec qui j'étais lorsque j'ai appris les attentats du 11 septembre 2001. Mais ça peut aussi concerner donc la victoire de la Coupe du Monde à la Coupe du Monde de l'équipe de France en 1998, d'autant plus que j'aurais dû être à côté de Zidane donc, pour porter la Coupe du Monde, le trophée. Et ça a été montré aussi de manière opérationnelle. Ici, je vous montre les résultats d'une étude de Fastenrath et collaborateurs qui ont présenté en fait à des participants des images qui avaient un contenu positif, négatif ou neutre. Puis ensuite, après un délai, on mesurait le nombre d'images correctement rappelées en fonction du contenu émotionnel des images et ont montré que les images positives et négatives étaient plus nombreuses à être rappelées que les images sans contenu émotionnel ou les images neutres. Alors, les émotions jouent un rôle aussi dans plein d'autres processus cognitifs et en particulier, je vous le mentionne ici parce que mon collègue Sébastien Etu en a très bien parlé le mois dernier, la prise de décision. Les émotions peuvent aussi jouer un rôle dans la prise de décision et vont affecter la prise de décision.
Les émotions vont aussi jouer un rôle important dans nos interactions avec les autres. Elles vont guider nos comportements lorsque nous interagissons avec les autres, que ce soit au travers de nos expressions faciales ou aussi du ton de notre voix, de nos postures corporelles. Tous ces éléments vont renseigner sur notre propre état émotionnel et vont ainsi guider le comportement de nos interlocuteurs qui vont pouvoir répondre de manière adéquate. Si je me mets à pleurer devant vous parce que j'arrive pas à parler et que je suis extrêmement stressé, mais vous n'allez pas tous vous mettre à rire. En tout cas, ça ne serait pas une réaction adaptée d'un point de vue de lien social. Enfin, j'espère que vous n'allez pas vous mettre à rire si je me mets à pleurer. Donc, les émotions vont ainsi servir à créer des liens sociaux entre nous par le partage social. Ainsi, par exemple, dans cette image, on a deux personnes qui se rapprochent. L'une ici à droite est visiblement affectée, probablement par la défaite du Canadien il y a 2 jours. Et l'autre tente de la consoler, par exemple, en lui disant que ce n'était pas la première et certainement pas la dernière. Magnifique saison du Canadien. Et c'est quelque chose qui a été pas mal étudié par Bernard Rimet, qui a justement défini ce concept de partage social des émotions, qu'il a schématisé ainsi de cette manière. Vous avez une personne A qui a un besoin de partager son émotion, qui va exprimer son émotion vers une cible, une autre personne. Elle exprime l'émotion pour créer un lien avec cette personne B. Cette personne B va potentiellement éprouver un intérêt à l'émotion qui est exprimée par la personne A. Le fait que la personne B éprouve un intérêt va faire que la personne A, vu qu'il y a une réponse de la personne B, va exprimer davantage ses émotions. Il va y avoir en fait tout un système de résonance et cela va éveiller des sentiments d'unité ou en tout cas des phénomènes d'empathie entre ces deux personnes, A et B, qui vont faire à la fin que la personne B va plus apprécier la personne A et la personne A va plus apprécier la personne B. Vous avez ici un renforcement donc, des liens sociaux par l'expression des émotions. Donc encore une fois, l'idée que les émotions aident à la création ou le renforcement de ces liens sociaux. Bernard Rimet va même plus loin, il va définir ce qu'on appelle un réseau social émotionnel qui va être basé en fait sur le partage qui va dire primaire, donc d'une personne A à B. La personne B va ensuite dire à la personne C, ah, tu sais ce qui est arrivé à la personne A, donc va raconter ce qui s'est passé d'un point de vue émotionnel pour un partage dit secondaire, puis tertiaire, et on a ainsi la création d'un réseau social basé sur le transfert, le partage d'informations émotionnelles. Et enfin, il y a des liens importants entre les émotions et la santé. Ces liens sont cruciaux. Certaines pathologies vont affecter nos capacités à identifier et traiter les informations émotionnelles de l'environnement. Et cela va entraîner des déficits dans l'ensemble des sphères que l'on a vues ensemble. Et cela va entraîner des retentissements finalement importants sur la vie des individus. Et c'est le cas, comme vous pouvez l'imaginer, pour l'anxiété, la dépression qui peut entraîner par exemple des stratégies d'évitement, une perte de liens sociaux avec les personnes avec lesquelles on interagissait. Donc tout ça fait que de par l'ensemble de ces influences et les conséquences des pathologies qui sont associées à ces déficits émotionnels, ben, j'essaie de vous faire comprendre qu'il est important de savoir comment les processus émotionnels fonctionnent et de savoir comment le cerveau perçoit et traite les stimuli émotionnels de notre environnement. Et bien, ce sont donc, c'est vraiment le cœur de mes travaux. Je vais donc maintenant vous présenter mes travaux les plus importants dans ce champ de recherche. Et comme je vous l'ai dit en introduction, il va y avoir tout d'abord des travaux qui se sont focalisés sur avec l'utilisation de la modalité visuelle, parce que à l'époque, la plupart des travaux, et c'est encore le cas, la grande majorité des travaux étaient menés dans la modalité visuelle.
Donc ça fera partie de la première portion de cette conférence. Ensuite, je vous parlerai de mes travaux sur le traitement des sons émotionnels, qui reste encore aujourd'hui bien moins connu que celui des informations émotionnelles visuelles. Puis dans une troisième partie, je développerai les influences intermodalitaires, c'est-à-dire entre les deux modalités sensorielles qu'on a mises en évidence, en particulier avec Mark Pell, et dans un traitement émotionnel dit multimodal, qui va être surtout ici bimodal entre deux modalités sensorielles. Et en conclusion, je vous présenterai un peu des perspectives qui correspondent finalement à mes travaux actuels qui normalement devaient se situer dans le champ des neurosciences affectives, donc comment le cerveau traite et analyse les informations émotionnelles, mais qui ont dû être adaptées du fait de la pandémie et du fait qu'on ne puisse pas tester en présence. Alors, pour étudier en fait le traitement des informations émotionnelles dans la modalité visuelle, on a deux types de stimuli qui ont été principalement utilisés. En haut, vous avez des images, en fait, des images de scènes naturelles, comme celle ici. Elles sont issues d'une banque de données qui est très connue, qui est l'IAPS, l'International Affective Picture System, qui est très largement utilisée et qui donc possède plusieurs types d'images, comme des images de serpents pour des contenus négatifs, des images de vaches pour des contenus neutres. Vous avez aussi des images plus positives où on voit des bébés ou des personnes qui rigolent ensemble. Ça, c'est un premier type de stimulus qui a été beaucoup utilisé. Puis, il y a également des visages avec différentes expressions émotionnelles qui ont beaucoup été utilisées. Donc, il y a plusieurs banques de données qui existent où on a des visages avec des expressions joyeuses, neutres ou apeurées. Alors, dans le cadre de ces recherches, les chercheurs ont systématiquement présenté les stimuli au centre du champ visuel, c'est-à-dire en face de vous. Pourtant, lorsque vous vous baladez, lorsque vous interagissez avec des personnes, vous n'êtes pas toujours en face à face. Il y a des choses qui apparaissent sur le côté en excentricité, de façon dite périphérique. Alors, en fait, le but de ma thèse, c'était d'aller comprendre, est-ce que ce qu'on connaissait du traitement des informations émotionnelles en vision centrale, est-ce que ça s'appliquait également à la vision périphérique? La vision périphérique, c'est sur le côté, l'acuité visuelle est moins bonne. Il est connu que les performances visuelles se dégradent généralement avec l'excentricité. Donc la question se posait, quand ces performances visuelles se dégradent, est-ce qu'il y a toujours un privilège, un traitement privilégié pour le traitement des informations émotionnelles? Donc, c'est ça, le but de ma thèse, c'était d'aller comprendre quel était l'impact des émotions en vision périphérique. Et pour cela, on avait un outil qui était très pratique. Il en existe deux en Europe. C'est un écran panoramique qui est représenté. Donc, ici, l'image est un peu floue, mais imaginez bien que la personne s'installe ici et que vous avez la possibilité d'aller projeter des images sur cet écran panoramique qui vont pouvoir être donc situées soit en vision périphérique de la personne, du participant, soit en vision centrale, donc selon l'endroit où on projette les images. Donc, le participant, en fait, s'installe ici sur ce siège. On lui maintient la tête à l'aide d'un manteau noir. Et puis, comme en fait, ce sont des études où on a enregistré l'activité cérébrale des participants par EEG, on pouvait également savoir quand les participants bougeaient les yeux. Donc, on pouvait ainsi s'assurer que les participants, justement, n'avaient pas bougé les yeux et qu'on était bien dans des présentations périphériques ou centrales. Donc, dans une première étude, en fait, on a présenté des images de scènes donc émotionnelles ou neutres à 3 degrés d'excentricité. Dans le champ visuel gauche, ici à moins 30 degrés. Dans le champ visuel droite, à plus 30 degrés. Le moins et le plus, c'est tout à fait arbitraire. Et, ou alors en vision centrale, ce qu'on a défini comme 0 degré d'excentricité. On enregistrait donc l'activité cérébrale des participants par EEG et puis on s'est interrogé sur la capacité du cerveau à extraire le contenu émotionnel des stimulations présentées en périphérie.
Et donc, dans cette première étude, on a réussi à montrer, à mettre en évidence des activités cérébrales qui sont différentes et très souvent supérieures lorsque les images présentées avaient un contenu donc déplaisant par rapport à lorsqu'elles avaient un contenu neutre. Ici, vous avez la représentation de la composante, la localisation de la composante cérébrale qui était étudiée. Ici, vous avez son activité pour les images déplaisantes en rouge et pour les images neutres ici en bleu. Et très souvent, donc, on avait une plus grande activité cérébrale en réponse aux images émotionnelles déplaisantes par rapport aux images neutres. Et cela pour des présentations à moins 30 degrés, donc de manière périphérique, excentrée à gauche, dans le champ visuel gauche, ou à plus 30 degrés dans le champ visuel droit. Ça, c'est la première fois que c'était montré, en tout cas avec autant d'excentricité. Et puis, c'est quelque chose d'important parce que ça dit que même malgré la dégradation des performances visuelles en excentricité, notre cerveau continue de faire la différence entre des choses dites pertinentes et émotionnelles avec un contenu émotionnel par rapport à des choses qui n'ont pas de contenu émotionnel. Alors, dans d'autres études, dans les études suivantes, on a essayé aussi de généraliser ces résultats-là, mais cette fois-ci avec des visages. Donc, le principe, c'est vraiment le même. On présente des visages avec différentes expressions émotionnelles. On avait choisi la peur, la joie ou la neutralité, et de les présenter donc à différents points d'excentricité grâce à cet écran panoramique. Vous avez ici une représentation schématisée. Vous avez la même image ici de l'écran panoramique. On a augmenté le nombre de présentations excentrées. Donc, vous avez ici moins 30, moins 15 degrés dans le champ visuel gauche, pardon, plus 15, plus 30 degrés dans le champ visuel droit. Puis, les présentations des visages, en fait, se font de manière totalement aléatoire, soit à gauche, soit à droite du champ visuel. La tâche des participants, c'était d'identifier c'était quoi l'expression émotionnelle des visages qui étaient présentés. D'un point de vue comportemental, ce qu'on a montré ici, vous avez les temps de réaction des réponses correctes des participants. Pour les visages, on a retrouvé la même chose pour les visages de joie. Je vous le présente ici pour les visages de peur et les visages neutres. Donc, vous avez les visages de peur ici en rouge, les visages neutres ici en bleu, et les réponses des participants en fonction de la position des visages sur l'écran panoramique et donc dans le champ visuel des participants. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'à moins 30, moins 15, 15 et plus 30 degrés, vous avez des réponses plus rapides pour identifier les visages émotionnels de peur ici par rapport au visage neutre ici représenté en bleu. C'est toujours cohérent avec l'idée qu'il est important de réagir de manière rapide et efficace pour traiter les informations émotionnelles. Ce qu'on ajoute ici, c'est y compris lorsque elles apparaissent en vision périphérique, donc lorsqu'elles sont excentrées. Ce qui était bien, c'est que ces résultats étaient aussi soutenus au niveau électrophysiologique. On a trouvé que l'amplitude de plusieurs composantes évoquées était également accentuée par le contenu émotionnel ou par l'expression émotionnelle des visages. Ici, vous avez une représentation de la N170, qui est une composante évoquée de manière importante par la présentation de visages, qui se situe en fait, qui est maximale dans la partie pariéto-temporale droite du scalp. Et on remarque encore une fois qu'à moins 30, à moins 15, à plus 15 et à plus 30 degrés, l'amplitude ici de la N170, donc qui est une composante négative, est accentuée, donc plus négative, pour les visages de peur par rapport au visage neutre ici représenté en bleu. Alors, il n'y a pas c'est un grand débat dans les théories émotionnelles sur la latéralisation des émotions. Ici, il n'y a pas de différence entre les présentations à gauche, présentations à droite. Il n'y a pas d'interaction avec la latéralité finalement de la présentation, mais à chaque fois, à chaque point d'excentricité, les émotions génèrent des réponses plus rapides et des réponses cérébrales plus importantes. On a essayé d'aller encore plus loin, cette fois-ci en se posant la question
du caractère finalement automatique de cette différenciation. Qu'est-ce qui se passe quand les stimuli apparaissent, mais qu'on n'est pas forcément focalisé sur le contenu émotionnel des stimulations? On est rarement en train de se balader dans la rue, il y a quelque chose qui apparaît, on est en train de dire, est-ce que ça c'est émotionnel, est-ce que ça ne l'est pas, est-ce que c'est émotionnel, etc., etc. Donc, on s'est posé la question de ce caractère automatique et on s'est dit, on peut poser la question, au lieu de demander aux participants d'identifier le contenu émotionnel des visages, on va leur demander d'identifier ou de catégoriser le genre des visages qui leur est présenté dans leur champ visuel périphérique. Donc, vous avez exactement la même tâche, le même design expérimental, sauf que les instructions aux participants sont différentes. Au lieu d'être identifier l'émotion du visage qui vous est présenté, c'est identifier le genre du visage qui vous est présenté. Est-ce un homme ou est-ce une femme? La première différence qu'on a trouvée, c'est au niveau comportemental. Ici, vous avez les temps de réaction, donc pour les visages de peur, les visages neutres, les visages joie, les visages neutres, lorsqu'ils sont présentés à moins 30, moins 15, plus 15 et plus 30 degrés. Encore une fois, il n'y a pas d'interaction avec la position spatiale des visages, mais de manière globale, lorsque les visages émotionnels étaient présentés en périphérie, les temps de réaction étaient plus lents, cette fois-ci, plus longs, pour les visages émotionnels par rapport aux visages neutres. Et ça marchait aussi bien pour la peur que pour la joie. Donc là, par rapport à ce que je vous ai présenté avant, il y a une inversion. Le fait que les visages avaient un contenu émotionnel a finalement ralenti la réponse des participants pour dire est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme. Ça va? Et c'était encore une fois soutenu au niveau cérébral, au niveau électrophysiologique. On a trouvé encore une fois des réponses plus importantes pour plusieurs composantes évoquées, au visage de peur par rapport au visage neutre et au visage de joie par rapport au visage neutre. Donc, on a une activité, encore une fois, cérébrale plus importante pour les visages qui avaient un contenu émotionnel, une expression émotionnelle par rapport à ceux qui n'en avaient pas. Donc ça, c'est l'ensemble des travaux de ma thèse. Et finalement, donc, dans cette thèse, on a exploré le traitement des informations émotionnelles en vision périphérique. On l'a fait en utilisant des scènes, on l'a fait en utilisant des visages, et ce aussi à travers des tâches qu'on dit explicites, donc focalisées finalement sur le contenu émotionnel des stimulations, donc en disant c'est quoi d'identifier l'expression faciale, l'expression émotionnelle des visages, mais on l'a fait aussi dans des tâches implicites où cette fois on disait aux participants les émotions c'est pas important, tu me dis est-ce que c'est un visage d'homme ou un visage de femme. Ce qu'on a montré dans les tâches explicites, c'est une détection et une identification plus rapide des informations émotionnelles. Au niveau implicite, on a montré une augmentation des temps de réaction lorsque les visages avaient une expression émotionnelle. Puis en fait, ça, on l'interprète comme si les informations émotionnelles avaient capté des ressources attentionnelles qui étaient nécessaires à la tâche et qui ont donc perturbé sa réalisation. Donc, ça donne un côté impérieux au traitement des informations émotionnelles. Ça veut dire que il faut absolument traiter les informations émotionnelles lorsqu'elles apparaissent dans notre champ visuel et ça va perturber les tâches que nous sommes en train de faire parce que les émotions, c'est important. Puis tout ça, ça va dans le cadre de théories dites évolutives qui disent que au cours de l'évolution, notre cerveau s'est spécialisé dans le traitement rapide et rapide et efficace des informations émotionnelles. C'est aussi apparu par la modulation au niveau des réponses cérébrales et en particulier des réponses qui étaient très précoces comme la P100 au niveau de la N170. Donc le cerveau extrait très rapidement le contenu émotionnel des stimulations qui lui sont présentées, y compris donc en vision périphérique. C'est des choses qui étaient connues en vision centrale mais qui ne l'étaient pas en vision périphérique. Donc on a pu ainsi généraliser
à la vision périphérique les résultats qui existaient déjà en vision centrale et qui confirment finalement la science des informations émotionnelles lorsqu'elles apparaissent dans l'ensemble du champ visuel. Et puis, comme je vous l'ai un peu dit, en fait, tout ça, ça va dans le cadre de ces théories évolutives des émotions qui suggèrent que les émotions sont innées, qu'elles sont universelles et qu'il faut les traiter de manière vraiment primordiale lorsqu'elles apparaissent dans l'environnement. Notre cerveau s'est spécialisé vraiment dans le traitement de ces informations. Donc tout ça, c'est les travaux de ma thèse qui donc ont porté sur la modalité visuelle. À partir de mes premiers postdocs, je me suis intéressé à la modalité auditive. Donc, comme je viens de vous le dire, les effets qu'on a décrits dans ma thèse, ils pouvaient être très précoces. Donc, ça voulait dire que l'extraction du contenu émotionnel des stimulations visuelles est rapide dans cette modalité. Je me posais la question à ce moment-là de savoir si cela s'appliquait également à la modalité auditive, parce que vous le savez, les stimulations auditives, elles sont dynamiques, elles varient au cours du temps, et les informations relatives finalement aux émotions ne sont pas forcément disponibles de manière instantanée. Alors, ça a été vraiment ensuite mon intérêt primaire d'aller comprendre comment le cerveau va traiter les sons émotionnels. Et vous n'êtes pas sans savoir en fait qu'il existe différents types de sons émotionnels. Ça peut être des sons vocaux, mais ça peut être aussi des sons musicaux. Donc, on s'est intéressé avec Marpel, avec Jorge Harmony, au traitement des sons émotionnels sur différentes modalités ou différentes expressions, et en particulier la voix humaine et la musique. Alors, ça devrait marcher, mais je vais essayer de vous présenter des exemples en fait, de ces différents types de sons. Avec Marpel et avec Jorge Harmony, on a utilisé des vocalisations. Alors, ces vocalisations, ce sont en fait des cris, des pleurs qui donc portent un contenu émotionnel positif, négatif, et qui donc forment des sons émotionnels qui n'ont pas de contenu linguistique, on va dire. Alors, vous allez me dire si ça marche. Vous avez entendu? Oui. Excellent. Donc là, vous avez un cri de peur, vous avez des pleurs, donc évidemment, ça, ce sont des vocalisations avec des contenus négatifs. Alors surtout avec Marpel, on s'est intéressé aussi à la prosodie émotionnelle. C'est quoi la prosodie? La prosodie, c'est le ton de notre voix. Donc c'est le ton de ma voix va changer si j'exprime quelque chose de triste ou quelque chose de joyeux. Je pourrais vous le faire. Ah, je suis super content. Donc là, le ton de ma voix a changé pour exprimer quelque chose de joyeux. Et si j'étais triste, je serais « Oh non, il y a ça qui est arrivé ». Vous voyez à quel point le ton de ma voix a pu changer en fonction du contenu émotionnel que j'ai voulu exprimer. Pour étudier la prosodie émotionnelle avec Marpel, en fait, Marpel a créé une banque de stimuli qui consiste en des pseudophrases, donc des phrases qui n'ont pas de vrai contenu linguistique, mais qui vont mimer la structure grammaticale de la langue, ici l'anglais, puisque Marpel est anglophone et travaille à McGill. Donc, je vais vous faire écouter des phrases qui n'ont pas de sens, qui ne font pas de sens, mais qui vont être exprimées avec différents tons de voix, différentes prosodies émotionnelles, avec l'idée ici de s'affranchir finalement du contenu linguistique qui peut exister. Donc là, vous avez une phrase qui veut rien dire, qui reproduit l'organisation de la grammaire anglaise et qui a été prononcée de manière plutôt triste ici. La même chose ici avec une expression plutôt apeurée. Donc ça, c'était pour les sons vocaux. Et pour les sons musicaux, c'est plus simple. C'est une banque de stimuli qui a été créée par Vieillard et collaborateurs, dont font partie en particulier Isabelle Peretz, et qui consiste donc à présenter des pièces musicales, des extraits de pièces musicales qui ont une expression finalement soit positive, soit négative ou calme. Ici, avec le piano.
plutôt triste, plutôt joyeux, ici avec le violon. Voilà. Donc, on a plein de stimuli qu'on peut utiliser donc, pour aller étudier comment le cerveau va traiter ces sons émotionnels. Avant d'aller regarder comment le cerveau traite ces informations-là, il y a une question qu'on s'est posée avec Marpel qui était de savoir à partir de quand, donc justement étant donné le caractère dynamique de ces stimulations auditives, à partir de quand on est capable de reconnaître une émotion sur ce type de stimulation auditive. Donc là, on a utilisé des pseudophrases qui étaient donc prononcées avec différents types de tons émotionnels, différentes prosodies émotionnelles. Et on s'est demandé, OK, est-ce que ce qui existe dans la modalité visuelle, est-ce qu'on est capable de le retrouver dans la modalité auditive? Et en particulier, dans la modalité visuelle, les visages de joie sont reconnus plus rapidement que les autres émotions. On suppose que le fait de voir des dents blanches quand on sourit joue un rôle, ça c'est pour la science physique, mais en tout cas, si on vous présente différents types de visages avec différentes expressions émotionnelles, c'est les visages de joie qui sont reconnus le plus rapidement. Alors ici, on a utilisé donc un gating paradigm, un paradigme où en fait on présente des phrases, mais des phrases tronquées. Donc si on prend cette phrase-là, she nuzzled the pacing, elle est prononcée avec différents tons émotionnels, que ce soit la joie, le dégoût, la peur, tout ce que vous voulez. Et on va les couper. On les coupe et puis on va présenter d'abord la première syllabe. Donc juste le she. She, puis on demande à la personne, au participant, est-ce que c'est quoi comme émotion? Est-ce que c'était le dégoût? Est-ce que c'était la joie? Tout ça. Alors évidemment, vous vous en doutez bien, si on vous présente que she, ben, ça reste difficile. Mais on va se rendre compte que finalement, les émotions auditives sont reconnues très rapidement. Donc, le paradigme, il consiste à présenter she, ensuite she nuzz, she nuzzled, she nuzzled, etc., etc. Ce qu'on a fait aussi au travers de ces deux expériences, c'est qu'on a fait des présentations dites forward, donc du début vers la fin. Donc, comme je viens de vous le faire, on présente d'abord she, ensuite she nuzz, she nuzzled, mais on l'a aussi fait de manière inversée. Donc, on présente en premier zing, puis ensuite pacing, puis ensuite the pacing, etc., etc. Le fait de faire ces deux types de présentations séquentielles, ça nous permettait de savoir si c'était une quantité d'informations qui était nécessaire pour identifier l'émotion ou c'est lié à une position des inflexions sonores dans la phrase qui permettent la reconnaissance des émotions. Et voici là ce qu'on a obtenu. Ici, vous avez, en abscisse, vous avez le temps d'identification de l'émotion. C'est le point d'identification de l'émotion. Et pour chaque émotion, donc pour chaque prosodie émotionnelle qui avait été utilisée, tristesse, neutralité, joie, peur, dégoût et colère. Et ainsi, donc avec ces deux expériences, en fait, on a pu démontrer des différences dans les profils de reconnaissance des prosodies émotionnelles. Et en particulier, donc on voit des temps d'identification plus rapides pour la peur et la tristesse que pour le dégoût et la joie. Puis là, vous me dites, ah, ben, c'est intéressant parce que Simon, tu nous as dit il y a peu de temps que l'expression visuelle de joie, l'expression faciale de joie, c'était celle qui était reconnue la plus rapidement sur les visages. Et je serais d'accord avec vous. On est ici en train de montrer que il y a des spécificités dans le traitement des informations émotionnelles qui se fait en fonction des modalités, que ce soit dans la modalité visuelle ou dans la modalité auditive. Donc, on était très intéressé par ce type d'observation. On a aussi observé assez peu de différences. Donc, vous avez les présentations de l'avant, forward ou backward, forward en bleu, backward en rouge. On a observé assez peu de différences pour les émotions en général. Il y en avait parfois, par exemple, pour la joie ou pour le dégoût, ce qui nous a fait dire que c'était surtout lié donc, à une quantité d'informations. C'est la quantité d'informations qui permet la reconnaissance, l'identification des émotions avec la prosodie émotionnelle, mais que la position de certaines inflexions sonores peut aussi jouer un rôle, mais plus spécifiquement pour en particulier le dégoût ou encore la joie.
Alors ensuite, pardon. Alors ensuite, donc, on a mené des analyses en EEG, on a mené des analyses classiques en potentiel évoqué, on a aussi mené des analyses fréquentielles qui permettent de renseigner en fait sur les réponses induites par les stimulations et ce sur différentes bandes de fréquences. Ici, vous avez les résultats sur une bande de fréquence alpha où on avait présenté des sons musicaux, des sons de prosodie émotionnelle ou des sons de vocalisation. Et on montre ici donc, que des différences se font au niveau cérébral en fonction de ces différents supports, on va dire, de ces différentes expressions, modalités d'expression auditive. Ce qui est aussi intéressant et qu'on a trouvé dans ces expériences-là, c'est qu'on peut aussi différencier le traitement des sons émotionnels selon qu'ils étaient traités par des musiciens ou par des personnes qui étaient non musiciens. Et ça a un rôle important à réfléchir, en tout cas, parce que ça suggère des différences individuelles dans le traitement des informations émotionnelles. Et puis, vous devez déjà être là à vous dire, mais Simon, tu nous as dit que le traitement des informations émotionnelles, c'était plutôt universel, inné, tout ça. Puis là, tu es en train de me dire, c'est différent entre les musiciens et les non-musiciens. Et bien justement, c'est un peu le renversement que je veux vous faire prendre conscience, en fait, et que actuellement, on est en train de remettre en cause ces idées de traitement ou du fait que le traitement des informations émotionnelles soit quelque chose d'universel et d'inné. Alors ensuite, on a aussi utilisé la magnétoencéphalographie pour localiser finalement le traitement des informations émotionnels sonores, qu'ils soient musicaux ou vocaux. On a ainsi montré que dès 300 millisecondes ou après 300 millisecondes, après la présentation des stimuli, on avait des réponses préférentielles au niveau de la partie antérieure du lobe temporal pour la musique ici et dans la partie postérieure de ce même lobe pour le langage, qui va avoir son importance en fait pour certaines théories qui postule en fait la séparation des traitements des sons musicaux et langagiers. Donc finalement, dans ce deuxième axe de recherche, on a apporté des éléments importants dans la connaissance du traitement cérébral des sons émotionnels à l'aide de sons vocaux et musicaux. Et on a pu aussi caractériser à l'aide de l'EEG le décours temporel de ce traitement cérébral. On a pu montrer des spécificités intramodalitaires, en particulier donc entre la voix et la musique. Et ça, ces spécificités, comme je vais commencer à vous en parler là, elles sont particulièrement importantes dans le débat qui porte actuellement sur les réseaux neuronaux qui sont impliqués dans le langage et la musique. Et dans ce débat, en fait, il y a deux visions qui s'opposent. L'une se base sur l'existence de troubles spécifiques pour la musique et le langage et donc suggère une séparation de ces réseaux. Et l'autre prend appui sur des travaux plus récents en neuroimagerie et qui pensent plutôt pour un recouvrement des réseaux entre la musique et le langage. Alors avec Jorge Harmony, en utilisant des sons émotionnels, on a utilisé le phénomène d'adaptation neuronale. Ce phénomène, en fait, c'est le fait que la réponse neuronale à un stimulus diminue lorsqu'on présente ce stimulus de manière répétée. Donc, si je vous présente le même stimulus, ben, la réponse cérébrale neuronale va diminuer. C'est d'autant plus fort que le stimulus qui est présenté est le même, mais vous avez également des phénomènes d'adaptation neuronale pour des stimulus qui sont de même catégorie et surtout s'ils sont traités par les mêmes aires neuronales. Donc, avec Roger, on s'est dit que si la musique et le langage, et si les sons musicaux et vocaux émotionnels étaient traités par les mêmes aires neuronales, on pourrait mettre en évidence une adaptation de l'un avec l'autre. Et à l'inverse, s'ils ne sont pas traités par les mêmes aires neuronales, ils ne pourront pas s'adapter l'un et l'autre. Okay, on n'observera pas d'adaptation ou de diminution de réponse neuronale quand un son vocal sera précédé finalement d'un son musical. Donc ça, c'est ce qu'on a testé en présentant des séquences de sons vocaux et musicaux, des séquences de sons émotionnels.
Et on s'est intéressé donc aux réponses cérébrales lorsqu'un son de piano, par exemple, était précédé soit par un son de piano, soit par un son de violon, ou soit par un son vocal langagé. Donc, vous avez ici trois conditions expérimentales qui, vous avez un même stimulus qui est présenté, donc un stimulus de piano, mais la réponse, en tout cas, on s'est intéressé au changement de réponse en fonction du stimulus qui avait été présenté avant. Donc, vous avez ici en noir on pourrait dire des paires piano-piano, en bleu, en pointillé, des paires piano-violon, et en rouge pointillé, des paires piano-langage. Et ce qu'on observe ici, en tout cas au niveau de la N100, c'est que les réponses piano-piano et violon-piano sont plus faibles que les réponses langage-piano. Ce qui suggère en fait que si le son piano a pu adapter le son piano, pareil pour le son violon, ça n'est pas le cas du son langagier. S'il n'y a pas d'adaptation, s'il n'y a pas de diminution de la réponse neuronale, eh ben, on en revient à cette hypothèse que musique et langage ne sont finalement pas traités par les mêmes aires neuronales. Donc finalement, on a apporté un peu notre pierre à l'édifice par rapport à ces théories selon lesquelles les réseaux impliqués dans le traitement du langage et de la musique sont soit séparés, soit se regroupent. Et je vous en ai déjà parlé, mais on a mis aussi en évidence des effets différentiels selon l'expertise musicale des participants, ce qui ouvre des perspectives intéressantes dans l'étude de facteurs intra-individuels qui pourraient jouer un rôle, moduler la façon dont les informations émotionnelles sont traitées. Et ce qui pose encore une fois la question, est-ce que finalement le traitement des informations émotionnelles est si universel que ça? Alors, dans une dernière partie, je me suis intéressé aux interactions entre les modalités visuelles et auditives. Pourquoi? Là, quand je vous parle, vous m'entendez et puis vous me voyez en même temps. Donc, c'est très rare que les stimuli de notre environnement soient soit visuels, soit auditifs. Il y a toujours une combinaison entre les deux. Et donc, on a fait certains travaux qui concernent donc ces interactions entre des informations émotionnelles provenant des modalités visuelles et des modalités auditives. Et dans ce cadre, il y avait plusieurs travaux dans la littérature qui montraient que le traitement d'une information émotionnelle est facilité lorsqu'elle est présentée de manière dite congruente dans la modalité auditive et dans la modalité visuelle. Et encore une fois, on se posait la question, OK, mais est-ce que ces effets peuvent être obtenus de manière automatique? Et une façon de tester ça, c'était de ne pas donner d'instructions sur le contenu émotionnel des stimulations, mais de focaliser l'attention des participants sur d'autres aspects des stimulations. Donc, pour répondre à ces questions-là, on a présenté dans plusieurs études, de manière simultanée, des visages et des phrases dont le contenu émotionnel était soit congruent, soit non, ou soit incongruent. Et les participants, donc, comme je vous l'ai dit, étaient engagés dans des tâches de reconnaissance qui n'étaient pas liées au contenu émotionnel des visages et des phrases. Alors, dans une première étude, ce qu'on a fait, c'est présenter un ensemble de 4 visages. Les visages avaient différentes expressions émotionnelles. Ici, la joie, la peur, la colère ou la neutralité. Et en même temps était présentée une phrase avec un contenu émotionnel. On enregistrait les mouvements oculaires et notre hypothèse, c'était de dire, OK, si cette phrase-là, elle est prononcée avec un ton joyeux, supposons, est-ce que le regard des participants va se diriger vers les informations congruentes, donc vers le visage qui a une expression joyeuse parmi les 4 visages? Et en fait, la tâche ne correspondait pas du tout, donc la tâche des participants ne correspondait pas au contenu émotionnel des stimulations. Ils devaient juste dire, est-ce que vous avez vu ce visage dans le cadre précédent? Donc, il n'y avait pas besoin de traiter les émotions. Donc, on a enregistré les mouvements oculaires. Ici, vous avez les mesures de la durée des fixations oculaires sur les visages.
Et on a montré, pour les visages de peur et les visages de joie, que la durée des fixations oculaires sur ces visages était plus longue lorsqu'avait été entendue en même temps une phrase qui était prononcée avec la même intonation ou la même prosodie émotionnelle. Donc, pour les visages de joie, lorsqu'ils entendaient lorsqu'ils entendaient une phrase prononcée de manière joyeuse, pour les visages qui avaient une expression de peur, lorsqu'ils entendaient en même temps un visage, voilà, lorsqu'ils entendaient en même temps une phrase prononcée de manière épeurée. Vous me direz, ah oui, mais Simon, pour la neutralité, tu as montré l'inverse. Et je vous dirais, oui, je suis d'accord, sauf que c'est lorsque vous présentez un visage neutre, qu'est-ce qui est congruent? Ben, c'est des phrases qui sont prononcées de manière neutre. Et ce qui est incongruent au visage neutre, c'est lorsque les phrases sont prononcées de manière émotionnelle. Ce qui fait que ici, ce qui est incongruent, c'est équivalent à des stimulations qui sont émotionnelles, donc qui quelque part vont capter encore une fois de manière importante les ressources attentionnelles et donc vont en quelque sorte focaliser de manière importante les ressources cognitives des participants. Donc finalement, ce résultat-là n'est pas forcément en contradiction avec ces effets de congruence que l'on voulait montrer. Donc, par ce paradigme, on a pu montrer le rôle de la congruence, enfin, en tout cas le confirmer, puisque c'était quelque chose qui était relativement connu. Mais ce qui était nouveau surtout, c'était que cette intégration pouvait se faire de manière automatique, puisque, encore une fois, aucune instruction ne portait sur le contenu émotionnel des stimuli. Alors, je me suis amusé également à tester une hypothèse qui était que il y a des théories dans les émotions qui disent que, ben, en fait, pour aller identifier une expression de peur ou une expression de tristesse, on se focalise surtout sur la partie supérieure du visage et surtout sur les yeux. Alors que pour aller identifier le dégoût ou la joie, ce que l'on fait, c'est plutôt de nous focaliser sur l'expression de la bouche. Alors, je me suis posé la question, OK, mais si on présente une expression, une phrase prononcée de manière joyeuse, est-ce que le comportement oculaire va se focaliser de manière plus importante sur la bouche que si l'information auditive était d'une autre émotion? Donc, cette hypothèse-là, on l'a testée et puis ça a été partiellement confirmé puisque ce que vous pouvez voir ici, c'est au niveau des yeux, ici, donc vous avez la fréquence des fixations, donc le nombre de fixations au niveau des yeux en fonction de la prosodie, si elle était appariée en noir ou incongruente en grise. Et pour effectivement les visages de peur et les visages de tristesse, on a effectivement plus de fixation au niveau des yeux lorsqu'ils sont accompagnés d'une phrase prononcée de manière donc congruente, donc de manière triste ou de manière épeurée ici. Vous avez, je vous dis que c'est partiel, une confirmation partielle, parce que vous avez le même effet ici pour la joie. Vous avez aussi un effet pour la bouche, au niveau de la bouche, donc vous avez plus de fixation au niveau de la bouche pour les visages de joie lorsqu'ils sont accompagnés d'une phrase prononcée de manière congruente. Et malheureusement, on ne l'a pas trouvé, par exemple, pour le dégoût. Donc, on avait une confirmation partielle de cette idée que la prosodie, donc le contenu émotionnel de stimulation sonore, auditive, peuvent guider le comportement visuel lorsque l'on doit traiter des informations émotionnelles. Alors, dans ce cadre, on s'est intéressé à un autre facteur finalement intra-individuel qui est l'origine culturelle des participants. Avec l'idée que est-ce que c'est vraiment universel les traitements qui sont enclenchés par le traitement des informations émotionnelles. Donc, on a repris exactement le même principe, sauf que cette fois-ci, on utilisait des visages de personnes asiatiques, chinoises, et des pseudophrases qui ont été construites par Pan Yu, une étudiante au doctorat à l'époque chinoise, qui donc a construit des pseudophrases chinoises, donc avec différentes intonations émotionnelles. Et donc, on pouvait combiner des visages et des pseudophrases chinoises qui pouvaient donc être congruentes ou incongruentes.
Alors, on a présenté à des participants chinois et à des participants canadiens anglophones, ça s'est fait à McGill, des visages asiatiques et des pseudophrases chinoises ou dans deux tâches en fait. Dans deux tâches. Dans la première tâche qu'on a appelée la face task, on demandait aux participants chinois ou canadiens d'identifier l'émotion qui était exprimée par le visage. Donc, ils entendent les deux, mais on leur dit, focalisez-vous sur l'expression du visage et dites-nous, c'est quoi l'émotion du visage. Dans l'autre tâche, la voice task, il fallait que les participants devaient identifier l'émotion qui était cette fois-ci exprimée par la voix. Donc, ils voient un visage, ils entendent une voix, et ils doivent se focaliser uniquement sur la voix. On a mesuré en fait la différence de performance dans les conditions congruentes et incongruentes, ce qui nous permettait de mesurer le degré de sensibilité aux informations incongruentes. Pourquoi? Parce qu'en mesurant cette différence, si cette différence elle est petite, ben, ça veut dire que le traitement des informations dans les conditions congruentes et incongruentes se fait de manière relativement similaire et on peut analyser cela comme l'absence d'impact des informations incongruentes sur le traitement qui est effectué. Au contraire, si cette différence est grande, ça veut dire qu'il y a une grande différence dans le traitement qui est fait dans les conditions congruentes et incongruentes, et on peut analyser ça comme un fort impact des informations incongruentes. Donc cette mesure-là nous permettait de voir, OK, est-ce que les participants sont perturbés par les informations incongruentes lors de la réalisation de la tâche. Ici, vous avez les résultats donc, de cette mesure de performance, qui est la différence de précision des participants dans les conditions congruentes et incongruentes, chez les participants donc, chinois, chez les participants canadiens anglophones, dans les deux tâches, dans la face task et la voice task. On remarque tout de suite que chez les Chinois, il n'y a pas de différence importante dans les deux tâches. Donc, que les informations visuelles dans la voice task ou auditives dans la face task soient incongruentes, ça n'a pas d'impact. Ça ne perturbe pas trop leur performance. Par contre, chez les Canadiens anglophones, on a une grosse différence dans les deux tâches. Dans la voice task, la performance des participants, en tout cas l'indice ici de performance, est très élevé. Ce qui veut dire que les informations incongruentes ont eu un fort impact sur la performance des participants. Les informations incongruentes ici dans la voice task, ben, c'est les informations qui sont portées par les visages. Okay? Donc, en gros, on peut dire que les informations visuelles ont beaucoup perturbé le traitement de la tâche, enfin la réalisation de la tâche, et spécifiquement pour les participants canadiens anglophones. Et c'est quelque chose qu'on a retrouvé au niveau électrophysiologique, au niveau d'une composante, la N400, qui est classiquement évoquée dans ces paradigmes. Et on voit que spécifiquement pour la voice task, ici représentée en pointillé, spécifiquement pour les Canadiens anglophones, vous avez une différence plus importante pour la N400. Alors, ça suggère ici que l'origine culturelle des participants va aussi moduler la façon dont on va traiter les informations émotionnelles, ici bimodales, ou en tout cas dans les interactions entre des informations émotionnelles, visuelles et auditives. Et cela, ça a été interprété en fait dans le cadre de ce qu'on appelle les display rules, donc les règles en fait d'acceptation sociale, d'expression des émotions, en tout cas, il est dit qu'il est beaucoup moins acceptable dans les populations orientales de montrer visuellement ces émotions. Donc, on suggère que les populations asiatiques orientales utilisent beaucoup plus l'ensemble des indices qui leur sont présentés, donc à la fois visuellement, mais aussi auditivement. Alors que dans les populations dites plus occidentales, on va se focaliser beaucoup sur les indices visuels parce qu'il n'y a pas de règles par rapport à ces expressions-là. Au contraire, et en particulier dans les populations nord-américaines, pour des expressions joyeuses, c'est quelque chose qui est vraiment exagéré, en tout cas qui est promu pour le traitement, en tout cas pour l'expression des émotions.
Donc, c'est de cette manière-là, pardon, qu'on a interprété ces résultats. Alors, pour conclure sur ces travaux de doc et de post-doc, on a finalement confirmé une rapidité et une automaticité de traitement des informations émotionnelles, à la fois dans la modalité visuelle et auditive, avec l'idée que les stimulations émotionnelles sont importantes à traiter rapidement. On a montré des spécificités intermodalitaires, donc entre la vision et l'audition, mais également intramodalitaires, en suggérant qu'il y a des différences dans le traitement des sons vocaux et des sons musicaux. Mais petit à petit, on souligne aussi l'importance de considérer le profil même des individus, alors que certaines caractéristiques interindividuelles, comme l'origine culturelle, vont pouvoir influencer le traitement des informations émotionnelles. Et donc, pour conclure cette présentation, je vais vous faire un bref aperçu des travaux actuels qui vont essayer justement d'essayer de montrer que ces facteurs individuels jouent un rôle important dans le traitement des informations émotionnelles et que l'idée d'un traitement universel des informations émotionnelles est vraiment mise à mal. Alors, mes travaux se placent dans ce contexte où les représentations émotionnelles au niveau cérébral se forment par un traitement qui se fait sur plusieurs niveaux. Un premier niveau serait celui qui est lié aux représentations dites motales, donc c'est spécifique finalement du support d'expression dans lequel l'information émotionnelle a été perçue, donc soit visuelle, soit auditive, soit vocale, soit musicale. Le deuxième niveau, lui, couvrirait des représentations dites supramodales où on essaie de combiner finalement les informations qui sont issues de plusieurs modalités sensorielles. Le troisième niveau, c'est celui où le résultat de ces analyses est intégré avec finalement les connaissances de l'individu et ses représentations du soi et de lui-même en lien avec ses expériences passées. Et on parle de plus en plus de représentations émotionnelles amodales. Donc, il y aurait des concepts émotionnels qui existeraient dans notre cerveau qui ne sont liés à aucune modalité sensorielle et qui pourraient être activés, par exemple, et j'y reviendrai plus tard, par des représentations plus sémantiques, finalement. Et donc, mes deux grands axes de recherche à partir de maintenant sont surtout d'étudier deux types d'influences contextuelles qui vont pouvoir influencer ces traitements. L'influence du contexte environnemental, c'est-à-dire des autres informations qui sont présentes en même temps. On peut avoir d'ailleurs dans ce cadre-là des approches unimodalitaires où on présente un même contexte visuel, mais également multimodal, et c'est ce que j'avais déjà commencé à faire en présentant de manière simultanée des informations visuelles ou auditives. Et puis d'autres facteurs donc individuels qui pourraient également influencer donc ces traitements et la construction de ces représentations émotionnelles. Alors pour illustrer l'idée que le contexte c'est important, ici vous avez l'image d'une personne qui semble être en colère. En tout cas moi j'ai l'impression qu'il est très en colère lorsqu'on présente ce visage. Sauf que lorsque je le remets dans son contexte, lorsque je remets le visage dans son contexte, en fait, cette personne, elle n'est pas en colère, elle est juste extrêmement positive, extrêmement joyeuse des résultats d'une élection. Elle essaye d'haranguer la foule, donc il y a beaucoup d'énergie, mais ce n'est pas forcément lié à la colère. Donc, vous voyez comment il est important de prendre en compte finalement l'ensemble du contexte dans lequel va apparaître une émotion. Alors, dans ce cadre, évidemment, il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits, en particulier Olivier Collignon qui a travaillé au Cernec avec Franco, qui a travaillé sur ces effets de congruence et de montrer qu'il y a des effets il y a de meilleures réponses comportementales, une plus grande activation cérébrale lorsque les informations émotionnelles présentées dans différents contextes sont congruentes, donc portent les mêmes contenus émotionnels. Sauf que très souvent, ça a été fait avec des paradigmes qui sont malgré tout pas très écologiques. Je ne sais pas si vous voyez très souvent dans la vie de tous les jours un visage collé comme ça sur l'image d'une voiture qui est fracassée. Alors, je voudrais ici avoir une approche un peu plus écologique et pourquoi pas en utilisant par exemple
l'intégration des expressions faciales dans des contextes plus riches, donc par exemple avec des expressions corporelles qui pourraient être donc congruentes ou non. Toujours dans ce cadre, il y a aussi l'idée que des présentations simultanées auditives et visuelles, c'est ce que Laurence et Kenzie avaient commencé à faire. Ici, c'est une étude où on a présenté des paires de visages. Normalement, quand vous présentez ça, très souvent, la première fixation des participants se fait vers le visage émotionnel. En tout cas, c'est significativement plus important, même lorsque c'est très rapide. La première fixation se fait vers le visage émotionnel plutôt que vers le visage neutre. Ça suppose un traitement très précoce, l'extraction de l'information émotionnelle très précoce qui va guider, encore une fois, notre comportement visuel. Et comme tout ce que je vous avais présenté avant, l'idée, ça va être d'utiliser des stimulations auditives, vocales, musicales, on verra, qui vont essayer de renforcer ce patron de comportement visuel et de savoir, OK, si je présente un son congruent, est-ce que ça va renforcer ces premières fixations vers la stimulation émotionnelle? Et sur des choses un peu plus récentes, je me suis donc également intéressé à l'influence de facteurs plus individuels. Et donc là, en particulier, dans une première approche, j'ai essayé de faire le lien avec une pathologie qui est la dépression. Alors, mes approches sont généralement fondamentales. Et ce que je voulais faire ici, parce que je n'ai pas d'accès à de patients déprimés, patients cliniques déprimés, c'était de considérer en fait la rumination. Alors, la rumination, c'est le fait de penser de manière répétée aux implications, au sens et aux conséquences de ma détresse. En fait, ça consiste à se focaliser sur les événements négatifs de notre vie. Et ce qui est important avec la rumination, c'est qu'elle joue un rôle prépondérant dans la dépression parce qu'elle va en être un facteur de maintien. Le fait de ruminer va faire que vous restez dans un état dépressif. Et ces états dépressifs, ils sont associés à des biais cognitifs et également des biais dans le traitement des informations émotionnelles. Si vous présentez un visage qui n'a pas d'expression, qui a une expression neutre, une personne qui n'est pas déprimée va dire c'est une personne qui n'a pas d'expression émotionnelle, elle est neutre. Une personne qui est déprimée va avoir tendance à catégoriser ce genre de visage comme un visage triste. Vous avez des biais de négativité qui sont chez ces personnes déprimées. Vous avez aussi des perturbations dans ce qu'on appelle le contrôle attentionnel. Le contrôle attentionnel, c'est notre capacité à focaliser ou diriger notre attention vers des informations pertinentes et à inhiber les distractions. Les personnes déprimées ou ruminatrices, on pense qu'elles se dirigent surtout vers des informations négatives, qu'elles soient pertinentes ou non. Et donc, dans ce cadre, il y a des études qui ont été faites, mais ces études ont beaucoup se sont beaucoup intéressées en fait aux tendances ruminatrices des participants et pas tant aux états ruminateurs. Donc, ce sont des études qui ont beaucoup fait de corrélation entre un questionnaire qui évaluait la tendance à ruminer et puis des performances dans des tâches cognitives ou émotionnelles. Moi, ce que je voulais faire avec donc Jean-Philippe et Antoine, ce que je voulais faire, c'était étudier un peu, OK, mais dans la population générale, qu'est-ce qui se passe si on induit finalement un état ruminateur? Est-ce qu'on va obtenir les mêmes biais cognitifs, les mêmes biais attentionnels ou émotionnels? Donc, on s'est servi, en fait, dans plusieurs expériences, on a induit un état de rumination dans un groupe qu'on a appelé expérimental et qu'on comparait avec un groupe contrôle qui, lui, devait réfléchir à sa journée et ensuite réfléchir à des affirmations telles qu'à la forme d'un paragraphe. Dans notre groupe expérimental, on cherchait à induire donc un état ruminateur, on demandait de réfléchir à une difficulté vécue récemment et à se focaliser sur cet état négatif. C'est ça la définition de la rumination. Donc, on induisait un état ruminateur, enfin en tout cas on espérait induire un état ruminateur dans nos groupes expérimentaux. Puis à l'aide du BSRI ou du Brief State Rumination Inventory, on pouvait évaluer justement l'état ruminateur des participants, et donc de nos deux groupes. On a
essayé plusieurs tâches expérimentales. Ici, je vous en présente une, qui est celle qui a été menée par Jean-Philippe et qui est en fait une tâche de flanqueur où on présentait un ensemble de visages et les participants devaient se focaliser sur une cible centrale et dire c'est quoi l'expression émotionnelle du visage cible. Il y avait parfois des distracteurs et parfois il n'y en avait pas, donc parfois la cible était présentée toute seule. Ce qui permettait en fait d'avoir une sorte de niveau de base finalement sans distraction. Ça permettait d'avoir une mesure de la distraction donc chez nos deux groupes, le groupe contrôle et le groupe expérimental. Alors la première chose qu'on devait vérifier, c'était est-ce que notre induction d'état ruminateur a fonctionné. Et lorsqu'on regardait ici les scores au BSRI dans nos deux groupes, ici le groupe contrôle en vert et le groupe expérimental en rouge, ici avant l'induction, ben, il n'y avait pas de différence. Par contre, après l'induction de nos deux groupes, eh ben, le groupe expérimental était beaucoup plus ruminateur ou scorait beaucoup plus fort sur cette échelle d'état ruminateur que le groupe contrôle. Donc on était content, ça voulait dire qu'effectivement, on a réussi, en tout cas dans une certaine mesure, à induire un état ruminateur dans notre groupe expérimental. Et on était d'autant plus confiant de cette induction que si on regardait les temps de réaction à différentes tâches, donc là la tâche de Jean-Philippe, la tâche d'Antoine, on observait de manière globale un ralentissement des réponses de notre groupe expérimental par rapport à notre groupe contrôle. Groupe expérimental en rouge par rapport au groupe contrôle ici en vert. Donc ça, c'est dans deux tâches différentes. Et puis ce ralentissement des performances cognitives comportementales, eh ben c'est aussi associé à des états déprimés où on est plus lent, où on répond moins rapidement. Donc, on était assez contents. Au niveau de la tâche de flanqueur, ce qu'on a pu montrer, c'est des différences selon que la cible était une cible joyeuse. Donc, je vous rappelle, la cible joyeuse, elle était parfois entourée de distracteurs qui avaient différents contenus émotionnels, soit joyeux, soit neutres, soit tristes, et parfois il n'y avait pas de distracteurs. On a montré que lorsque la cible était joyeuse, eh bien, les participants expérimentaux, ici toujours en rouge, avaient plus de facilité en tout cas, à s'affranchir des éléments distracteurs. Donc, quand il n'y a pas de distraction, ils ont une performance qui est proche du groupe contrôle. Par contre, lorsque les contenus sont émotionnels, ou en tout cas à partir du moment où il y a des distracteurs, on a une performance qui est plus lente. On a quelque chose qui a inversé lorsque la cible était, lorsque le visage cible avait une expression de tristesse, c'est que ici, lorsqu'il n'y avait pas de distracteur, eh bien, il y a encore une fois une sorte de focalisation et il y a une absence de différence selon qu'on ait des distracteurs ou que l'on n'en ait pas. Donc, on a finalement une différence de sensibilité à la distraction en fonction du contenu positif ou négatif de la cible, et ce spécifiquement en fait pour notre groupe expérimental. Ce qui renforce encore une fois l'idée que d'induire un état ruminateur, ça entraîne des biais au niveau du traitement de ces informations émotionnelles en lien avec le contrôle attentionnel. Enfin, pour finir, il y a un dernier projet dont je voudrais parler, qui est l'idée que certains processus cognitifs de haut niveau, et en particulier axés sur des représentations sémantiques, pourraient aussi moduler la façon dont on traite et dont on identifie les informations émotionnelles. Alors, dans cette étude de Marianne Gendron en 2010, les auteurs, en fait, ont présenté un visage émotionnel, ici de colère, sauf qu'ils ont eu recours, avant la présentation de ce visage, à ce qu'on appelle un phénomène, la satiété sémantique. La satiété sémantique, ça consiste à présenter un mot, donc ici qui était répété 30 fois, et qui fait que on a une sorte de satiété, on est vraiment surchargé par ce concept sémantique ici de colère. Et ce que les auteurs ont montré, c'est que dans ce processus en fait de satiété sémantique, après ce processus de satiété sémantique, les performances de reconnaissance des informations émotionnelles
était ralenti par rapport à d'autres conditions, par exemple d'amorçage de ces mêmes informations émotionnelles. Encore une fois, si tout était aussi universel et inné, il n'y aurait pas de modulation, il n'y aurait pas d'influence extérieure comme ça. Alors, on sait avec Isabelle Blanchette, qui est maintenant donc à l'Université Laval, et Gasser, que l'on co-dirige en doctorat, on a voulu se baser un peu sur ce type de résultats en se posant la question, est-ce qu'il y aurait une influence du mode de pensée sur le traitement des informations émotionnelles? Alors, encore une fois, on est passé ici sur des techniques d'induction de mode de pensée, avec ici l'induction en fait de pensée dite abstraite ou concrète. La pensée abstraite, on a défini ça comme le processus d'identification des caractéristiques invariables de stimuli, de différents stimuli qui sont présentés. Et l'hypothèse que l'on pensait, qu'on a posée, c'est est-ce que activer un mode de pensée abstrait va aider au traitement des informations émotionnelles. Donc, je vous présente rapidement la façon dont on a fait ça et les résultats. Dans cette tâche, par exemple, donc, pour chaque essai, on induisait un mode de pensée abstrait ou concret en posant une question par rapport à un premier stimulus. On présente une image ici d'un ours qui est coloré en rouge et on posait la question, est-ce qu'il s'agit d'un être vivant ou non? Si on posait cette question-là, on espérait induire un mode de pensée dit abstrait. Si on posait la question de quelle couleur est l'animal qui est présenté par la suite, on pensait induire un mode de pensée plus concret, donc basé sur les éléments plus physiques, les caractéristiques physiques de la stimulation visuelle. Donc pour chaque essai, on faisait une induction de ce type-là, puis on faisait une tâche d'identification d'un visage. En fait, on présentait un mot, ici la joie, un visage, et on disait, est-ce que les deux correspondent? Évidemment, on avait plein de combinaisons possibles. Et ce qu'on a montré, c'est que lorsqu'on prend en compte toutes les émotions, eh bien, effectivement, l'induction de pensée abstraite a permis aux participants de répondre plus rapidement à ce type à l'identification en fait des émotions ou au fait d'apparier un mot avec une expression faciale émotionnelle, suggérant encore une fois que rien que le fait d'induire un certain mode de pensée ou de faire des activations peut-être sémantique, permettait de moduler ou d'influencer la façon dont étaient traitées les informations émotionnelles. Il n'y avait pas de différence en fonction des émotions, c'est pour ça que je vous ai représenté ça de manière confondue. Mais on retrouvait certaines variations. Et par exemple, on avait des réponses plus rapides pour les expressions faciales de joie, ce qui faisait du sens par rapport à ce qui existait dans la littérature. Donc, on reste assez confiant par rapport à nos résultats, en particulier par rapport à ça. Donc, pour aller rapidement dans ma conclusion, j'espère vous avoir convaincu qu'étudier le traitement des informations émotionnelles, c'est passionnant, mais c'est complexe. Les modèles théoriques ont besoin de mise à jour et je pense que les projets présentés ici devraient permettre de mieux comprendre les processus émotionnels en général et leurs liens avec certaines pathologies. Alors, j'en ai pas trop parlé ici à cause de la situation pandémique. Il y a eu beaucoup d'adaptations, en particulier les travaux de Gasser, de Jean-Philippe ont été faits en ligne et donc n'ont pas été faits avec des enregistrements cérébraux ou avec des enregistrements physiologiques ou de traquage oculaire. Donc ça, c'est des choses qu'on aimerait faire et pouvoir faire le plus rapidement possible. Et ça nous permettra aussi d'avoir une approche plus globale dans l'étude des processus émotionnels. Et aussi donc l'importance de prendre en compte certains facteurs intra-individuels comme l'origine culturelle. Et puis il y a aussi en ce moment tout un débat sur les compétences émotionnelles, en particulier celles liées à la régulation émotionnelle. Alors, j'ai beaucoup parlé, je fais beaucoup ça, je m'en excuse, mais je suis passionné. Donc, je tiens à remercier les organismes subventionnaires qui m'ont aidé aux recherches menées, l'ensemble des personnes qui ont joué un rôle pendant toutes ces années de travail, et puis vous pour votre attention. Merci.